Bonjour, je suis la petite fille qu'ils ont essayé d'effacer. Pendant que mon grand-père luttait pour sa vie aux soins intensifs, mes propres parents ont vidé jusqu'au dernier centime que j'avais économisé, 990 000 $. De l'argent destiné à le sauver. Ma sœur a souri d'un air narquois. Nous en avons plus besoin que lui. Mon père a ricané, il devrait juste mourir et arrêter de gaspiller les ressources. Je suis resté là, incapable de respirer, sachant qu'il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Avant de commencer, quelle heure est-il où vous êtes et d'où m'écoutez-vous? Et dites-moi, si votre propre famille vous trahissait de la sorte, que feriez-vous? La sonnerie de mon téléphone a tranché le silence comme une lame acérée. Il était près de 22h30 et j'étais à ma table de cuisine, en train de trier des factures pour une livraison de moniteurs cardiaques. Dehors, les feuilles raclaient l'allée dans le vent d'octobre, et pendant un instant, j'ai pensé à ignorer l'appel jusqu'à ce que je voie le numéro de l'hôpital. Monsieur Thompson, c'est le docteur Kidding. L'état de votre grand-père a changé. Son cœur est en grande détresse. Nous devrons peut-être opérer plus tôt que prévu, possiblement dans la semaine. Le reste de ces mots s'est brouillé, mais j'ai saisi l'urgence dans sa voix. Ma poitrine s'est serrée. J'avais promis à Edward il y a des années, après la première alerte cardiaque, que je serais toujours prêt. J'ai raccroché, j'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte d'épargne que j'avais constitué pour lui. 990 000 $, intact depuis près de 2 décennies, assez pour couvrir les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. La vue de ce chiffre m'a toujours procuré une étrange paix, comme une ancre. Ce soir-là, c'était comme une bouée de sauvetage. Je n'ai pas beaucoup dormi. L'hôpital l'avait stabilisé pour l'instant, mais je savais que la chirurgie n'était pas bon marché, et que les bons médecins ne l'étaient pas non plus. Au matin, j'étais de retour à mon bureau, un café à la main, me connectant à nouveau pour vérifier les détails du transfert. L'écran s'est chargé, et mon souffle s'est coupé. Solde, 0 $. J'ai rafraîchi la page 2 fois, 3 fois. Même résultat. J'ai appelé la banque instantanément, la voix tremblante. Le représentant au bout du fil était calme, presque comme s'il récitait un texte. Les fonds ont été retirés hier après-midi, monsieur. Autorisé par vos cosignataires. Cosignataires? Oui. Richard et Helen Thompson? Mes parents. C'était comme si l'air de la pièce s'était raréfié. Ce compte était le mien, construit grâce à des années de longues heures, de sales boulots d'entrepôt et de contrats annexes. Le truc des cosignataires. Ça datait de l'époque où j'avais à peine 20 ans, que je travaillais à temps partiel et que j'avais besoin de leur signature pour ouvrir le compte. Je n'aurais jamais pensé qu'ils s'en serviraient. J'ai composé leur numéro. Ma mère a répondu à la deuxième sonnerie. Oh, cet argent, a-t-elle dit, sur un ton désinvolte, comme si nous parlions de course. Nous en avions besoin pour quelque chose de plus important. Plus important? Je pouvais entendre l'incrédulité dans ma propre voix. Grand-père est aux soins intensifs. Cet argent était pour lui. La voix de Lydia s'est fait entendre en arrière-plan, dégoulinante de satisfaction. Nous avons plus besoin de cet argent que lui. Il a assez vécu. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ne sois pas dramatique, a interrompu ma mère. Nous sommes une famille. Nous partageons ce que nous avons. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Mon regard est tombé sur la petite montre de poche en laiton sur mon bureau. Celle d'Edward. Le tic-tac régulier remplissait la pièce, un rappel silencieux de l'homme qui m'avait appris à me tenir droit. Il l'avait porté pendant des décennies à l'acierie. J'ai passé mon pouce sur sa surface usée, comme je le faisais quand j'étais enfant, assis à côté de lui sur la balancelle du Porsche. En début d'après-midi, j'étais dans mon camion en direction de la maison de mes parents. Le trajet était familier, les mêmes trottoirs fissurés, les mêmes et envahissantes, mais j'avais l'impression d'être en territoire ennemi. Je suis entré sans frapper. Mon père était dans son fauteuil inclinable, la télévision diffusant un jeu télévisé à plein volume. Il n'a pas levé les yeux. Tu sais, a-t-il dit d'un ton plat, il devrait juste mourir et arrêter de gaspiller les ressources. C'était la façon dont il l'avait dit, comme s'il parlait d'un vieil appareil qui était tombé en panne. Aucune trace de chagrin, aucune honte, juste une froide rationalité. Je suis resté là, la mâchoire serrée, le cœur battant.
Chaque mot que je voulais dire était sur le bout de ma langue, mais avant que je puisse parler, le bruit de pas lourd a retenti sur le porche. Puis, bang. La porte d'entrée s'est ouverte violemment. Un homme en uniforme est entré, tenant une enveloppe épaisse. Ses yeux ont balayé la pièce avec une précision calculée avant de se poser sur mon père. La couleur a quitté le visage de mon père. Il est entré, a fermé la porte d'un clic ferme, et le son a semblé attirer tous les regards de la pièce vers lui. La télévision continuait de murmurer dans le coin, un animateur de jeu télévisé riant d'une blague que personne ici ne trouvait drôle. L'homme en uniforme n'a pas pris la peine de se présenter à moi. Son regard n'a jamais quitté mon père. Richard Evans? Son ton n'était pas fort, mais il portait l'autorité comme une horloge de palais de justice porte le temps. Mon père s'est agité dans son fauteuil, le pouce planant au-dessus de la télécommande. Qui demande? Daniel Msekra, huissier de justice. Il a brandi un portefeuille en cuir avec ses lettres de créance, puis a tendu une enveloppe épaisse. C'est pour vous. Papa ne l'a pas prise tout de suite. Il a regardé ma mère comme si elle pouvait la faire disparaître d'un geste de la main. Elle a croisé les bras et a secoué la tête, un petit avertissement pour qu'il garde son calme. Lydia était déjà sur pied, curieuse et souriante comme si c'était le moment d'ouvrir les cadeaux à une fête d'anniversaire. Vous pouvez me la laisser, a-t-elle dit. Elle va à Richard, a répondu Daniel, patient mais ferme. Accusé de réception, s'il vous plaît. Papa s'est finalement levé, le fauteuil inclinable se plaignant sous lui, et a accepté l'enveloppe. Ses doigts se sont enfoncés dans la couture comme s'il pouvait faire du mal au papier pour avoir osé arriver dans notre salon. Il ne l'a pas ouverte. Il m'a d'abord regardé, puis de nouveau ma mère, et ce n'est que lorsque Lydia a dit « Oh, pour l'amour du ciel, regarde juste ce que c'est », qu'il a glissé un doigt sous le rabat. L'odeur m'a frappé avant les mots. Le café. Le mélange d'Édouard. Il avait l'habitude d'apporter une boîte quand il passait par ici. Il jurait que c'était meilleur dans cette vieille boîte en métal que n'importe quoi de frais sur une étagère. L'odeur persistait dans cette maison comme un hymne persiste après le service du dimanche. Pendant une seconde, cela a adouci la tension sous mes côtes. Puis la voix de Lydia a tranché à travers. C'est censé nous faire peur? Elle s'est penchée si près de l'épaule de mon père que ses cheveux ont effleuré la page. Qu'est-ce que ça dit même? Papa a parcouru les premières lignes, son visage pâlissant d'un ton. C'est un avis, a-t-il marmonné. Daniel s'est approché, calme comme un greffier de tribunal. Notification formelle d'une enquête financière en cours relative à des retraits liés à un compte d'épargne protégé. Préliminaire seulement, pas une poursuite à ce stade. Cela établit un dossier. Maman a fait un bruit à mi-chemin entre un ricanement et un soupir. C'est ridicule. Nous sommes une famille. Les familles prennent soin les unes des autres. En vidant le compte destiné à payer son opération? Ai-je demandé, en gardant ma voix égale. Les yeux de Lydia ont rencontré les miens, brillants de triomphe. Tu surréagis. C'est l'argent de la famille. Tu n'es pas le seul à te soucier de grand-père. Si vous vous en souciez, ai-je dit, vous n'auriez pas touché un centime de ce fonds. Elle a haussé les épaules comme si tout cela n'était qu'un malentendu. Il est vieux. Il nous dirait d'être pratique. Elle a cherché le soutien de papa, et il a hoché la tête, soulagé d'avoir sa réplique à répéter. Daniel n'a pas sourcillé. Juste pour que nous soyons clairs, Monsieur Evans, l'avis documente le schéma des retraits et les parties impliquées. Il fait également référence au protocole de sécurité de la banque. Si l'affaire s'aggrave, vous recevrez une autre signification. Papa s'est gonflé comme s'il pouvait défier du regard une date d'audience. Nous n'avons rien fait de mal. L'expression de Daniel n'a pas changé. Il a posé une petite carte sur la table basse, puis s'est tourné pour partir. À mi-chemin de la porte, il s'est arrêté à côté de moi, la voix baissée juste assez pour que je sois le seul à entendre. Vous devriez peut-être reparler à la banque, a-t-il dit. Quelque chose dans la façon dont cela a été traité. Hors du chemin standard. Les mots étaient simples, mais le poids derrière eux ne l'était pas. Il a fait un très léger signe de tête, puis est sorti, fermant la porte avec le même clic net qu'il avait utilisé en entrant. Silence, juste pour un souffle. Le public de la télévision a applaudi pour le jackpot d'un étranger.
Lydia a ri doucement, sa musique cruelle. Alors, un bout de papier. Les gens envoient ça quand ils veulent de l'attention. J'ai tendu la main vers l'enveloppe, et papa l'a retirée comme un enfant qui attrape son jouet. C'est toi qui as provoqué ça, a-t-il dit. Tu ne pouvais pas laisser les choses en l'état. Qu'est-ce qu'il y a de bien à vider un fonds médical? J'ai gardé mon attention sur lui, pas sur elle. Il y avait un plan. Vous le saviez. Maman s'est approchée, les paumes vers le haut en fausse paix. Tu n'es pas le seul à l'aimer. Nous avons aussi des responsabilités. Alors pourquoi prendre l'argent réservé à ses soins? Ai-je demandé. Pourquoi ne pas m'appeler? Pourquoi ne pas demander? Lydia a ricané. Parce que tu dis toujours non à moins que cela ne te profite. Tu penses que tu es la seule personne à s'être jamais sacrifiée. S'il te plaît. J'ai senti la chaleur monter, cette vieille douleur qui vient quand on vous dit que vos efforts ne comptent pas. J'ai respiré le café qui s'estompait. J'ai laissé cela me calmer. J'ai dit oui plus de fois que vous ne l'admettrez jamais tous les deux, ai-je dit d'un ton égal. Et ce compte existait pour un seul but. Une seule personne. Papa a pointé un doigt vers la porte comme s'il pouvait me chasser de la maison. Tu ne vas pas transformer ça en cirque. Nous allons nous en occuper. Vous en occuper? J'ai jeté un coup d'œil à la vie, qui tremblait encore dans sa main. On vient de vous dire que vous êtes enregistré pour une enquête financière. Ce n'est pas moi qui fais une scène. C'est la procédure régulière qui arrive à votre porte. Maman est passée du blanc au rouge. Tu traînerais tes propres parents dans la boue. C'est vous qui avez versé la boue, ai-je dit. Je refuse juste de m'y noyer. La voix de Lydia a baissé jusqu'à ce ricanement qu'elle utilise quand elle veut paraître raisonnable en surface et cruelle en dessous. Qu'est-ce que tu vas faire, exactement? Tu penses qu'un directeur de banque va prendre ton parti contre le nôtre? Nous sommes avec eux depuis plus longtemps que tu n'aies envie. Ce n'était pas vrai, et elle le savait. Mais les faits n'étaient pas le sujet. La pression l'était. Je me suis redressé. Je ferai ce que je dois faire pour lui. Papa a posé l'enveloppe sur la table basse, l'aplatissant avec la paume de sa main comme s'il pouvait en effacer le sens. Tu ne vas pas embarrasser cette famille. Nous parlerons à la banque. Nous nous assurons qu'ils comprennent l'arrangement. Faites ça, ai-je dit, parce que je vais leur parler aussi. Maman a tenté une dernière fois de présenter cela comme un malentendu. Tu devrais te reposer. Tu deviens émotif et tu fais des dégâts. Laisse-nous arranger ça. J'ai pensé à la main d'Édouard sur mon épaule le jour où j'ai signé le premier bordereau de dépôt. Mets-le de côté, avait-il dit. Et quand les jours difficiles viendront, tu seras prêt. Il m'a fait confiance avec le plan parce que je l'ai mené à bien. Je n'allais pas m'arrêter maintenant. Je vous appellerai quand j'aurai des nouvelles, ai-je dit et je me suis tourné vers la porte. N'ose pas mêler des étrangers à ça, a aboyé papa. Tu m'entends? Je lui ai fait face. Un huissier de justice vient de vous remettre un avis dans votre propre salon. Les étrangers y sont déjà. Lydia a croisé les bras, le menton haut. Vas-y, passe tes petits appels. Tu verras que rien ne tiendra. C'est ça le truc avec la vérité, ai-je dit. Elle a tendance à tenir toute seule. Je suis sorti sur le porche où l'air sentait un peu la fumée de bois provenant d'un voisin. Mes doigts ont tracé le bord de la vie à travers la fine enveloppe alors que je la glissais dans mon sac. Un dossier, un horodatage, quelque chose de solide dans une journée qui avait été tout sauf. Derrière moi, des voix se sont élevées, puis ont été étouffées. Je ne me suis pas attardé pour les décoder. J'avais besoin de direction, pas de plus de bruit. Au bord du trottoir, je me suis assis au volant et j'ai laissé le moteur tourner au ralenti. L'avertissement silencieux de Daniel a rejoué dans ma tête. Hors du chemin standard. Cela pourrait signifier des approbations contournées. Cela pourrait signifier un caissier amical faisant passer des papiers. Cela pourrait signifier une dérogation de back-office déguisée en routine. Si c'était un retrait propre, quelqu'un n'aurait rien à cacher. Si ce n'était pas le cas, une trace écrite respirerait, même si les gens mentaient. J'ai ajusté le rétroviseur et j'ai croisé mes propres yeux. Fatigué, oui, mais stable. La colère s'était refroidie en quelque chose de plus aigu, la résolution.
S'il y avait une faille dans la façon dont ils avaient réussi ce coup, je la trouverais et je tirerais jusqu'à ce que tout s'effondre. J'ai mis la voiture en marche, je me suis éloigné doucement de la maison et j'ai laissé le quartier défiler dans un flou d'érable et de boîtes aux lettres. L'hôpital garderait Edward stable pendant quelques heures de plus. La banque, pour une fois, ne pouvait pas attendre. Les mots de Daniel résonnaient dans mon esprit alors que je conduisais vers la banque, l'enveloppe toujours serrée dans ma main. Je me suis garé, j'ai pris une grande inspiration et j'ai franchi les portes en verre. L'odeur de bois poli et de café légèrement éventé m'a immédiatement frappé. Suzanne Hartley, la directrice de l'agence, a levé les yeux de son bureau lorsque je me suis approché. Son sourire poli habituel a vacillé dès qu'elle a vu le relevé que j'ai posé devant elle. « Qu'est-ce que vous me demandez exactement d'examiner » dit-elle, d'un ton mesuré. « Je veux une ventilation complète de ce retrait. 990 000 $. J'ai gardé ma voix calme, mais chaque mot était teinté d'acier. Elle a jeté un coup d'œil aux chiffres, puis à moi. C'est significatif. Des retraits comme celui-ci nécessitent une autorisation en personne, généralement du titulaire du compte. Ses yeux ont cherché une réaction sur mon visage. Je ne l'ai pas autorisé, ai-je dit sèchement. Suzanne a hésité, puis s'est légèrement penchée en arrière. Je ne suis pas censé extraire les enregistrements de sécurité sans une demande formelle, mais si vous dites que ce n'est pas autorisé. Elle s'est interrompue, s'est levée et m'a fait signe de la suivre. Dans le petit bureau à l'arrière, le bourdonnement du moniteur remplissait le silence. Elle a tapoté sur le clavier, et une vidéo s'est ouverte. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles alors que l'image devenait plus nette. Lydia et Richard, assis dans les fauteuils du banquier comme s'ils y avaient leur place, signant des papiers. La main de Lydia a balayé la ligne de signature, ses yeux se baissant sur son téléphone entre les traits. Richard était détendu, presque suffisant, penché en arrière comme s'il regardait une émission qu'il avait vue 100 fois. Suzanne a mis la vidéo en pause et a zoomé sur le formulaire. Là, dit-elle doucement. Mon nom, ma ligne de signature. Mais ce n'était pas mon écriture. Les boucles étaient fausses. L'inclinaison était mauvaise. Trop forcée. Trop soignée. On aurait dit quelqu'un qui essayait de prononcer une langue qu'il ne parlait pas. Vous voulez une copie ? A-t-elle demandé. Oui. Elle l'a imprimé, me le glissant avec le relevé. J'ai signé le registre de sécurité pour demander l'enregistrement, mon stylo s'accrochant légèrement vers le bas. Cette minuscule pause a laissé une légère tache d'encre sur la page, une bizarrerie que j'avais héritée de mon grand-père, qui faisait toujours la même chose en écrivant des chèques. Je l'ai fixé un moment, la familiarité me rassurant. Le contraste entre cette marque authentique et la contrefaçon nette et sans vie a allumé quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement du vol. C'était une usurpation d'identité. Ils ont essayé de m'effacer, même de mon propre compte bancaire. Suzanne a baissé la voix. Si cela devient une affaire juridique, notre service de conformité devra témoigner. Officiellement. Je ne peux pas vous dire quoi faire, mais vous devriez peut-être garder cela à l'esprit. C'était la première fois de la journée que je sentais que le terrain se remettait en ma faveur. La banque n'était pas mon ennemi. Pas encore. Alors que je rassemblais les papiers, Michael, le jeune caissier qui était au comptoir plus tôt, est passé. Il m'a glissé un bout de papier plié dans la main sans s'arrêter. Je ne l'ai même pas regardé avant de sortir sous le soleil de l'après-midi. 4 mots griffonnés d'une écriture hâtive, vérifier le coffre-fort. Je suis resté là un moment, le bruit de la ville sourd dans mes oreilles. L'argent était une chose, mais s'il l'avait déplacé dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus difficile à retracer, cela allait devenir encore plus laid. J'ai quitté la banque avec l'enregistrement dans ma poche et la note énigmatique de Michael brûlant dans mon esprit. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit directement à la succursale principale du centre-ville, celle avec les vieilles colonnes de pierre et la chambre forte au sous-sol. 2 heures plus tard, je me tenais devant la lourde porte en acier qui menait à la salle des coffres-forts. Mes paumes étaient étrangement moites. J'étais venu ici des dizaines de fois quand j'étais enfant avec mon grand-père, lui tenant la main pendant qu'il déverrouillait la lourde porte. À l'époque, j'avais l'impression d'entrer dans une caverne au trésor. Maintenant, j'avais l'impression d'entrer dans une salle d'interrogatoire. Evelyn, la préposée à la chambre forte,
leva les yeux de son bureau à mon approche. Ses lunettes étaient perchées sur le bout de son nez, et elle me fit un signe de tête poli. Bonjour. Non. Je le lui ai donné, glissant ma carte d'identité sur le comptoir. Elle a tapé quelque chose dans son ordinateur, puis a pris un grand registre relié en cuir. Feuilletant les pages, elle s'arrêta, passa un doigt le long d'une colonne et fronça les sourcils. Vous êtes venu la dernière fois il y a près d'1 an, mais il y a eu une autre visite il y a 3 jours. Je n'ai pas eu besoin de demander. Lydia, dis-je, plus pour moi-même que pour elle. Ses yeux se sont posés sur les miens un instant avant de me tendre le presse-papier pour que je signe. C'est ce qui est écrit ici. Elle m'a conduit dans le couloir glacial, l'odeur de métal et de vieilles moquettes flottant dans l'air. La porte de la chambre forte a grincé en s'ouvrant, et à l'intérieur, des rangées de boîtes bordaient les murs. La boîte de notre famille avait été ouverte par mon grand-père il y a des décennies, son nom gravé en lettres nettes sur les documents originaux. La serrure a cliqué quand Evelyne a inséré la clé maîtresse, puis s'est reculée pour que je puisse utiliser la mienne. Le tiroir en métal a glissé avec un grincement sourd. Je l'ai posé sur la table étroite et j'ai ouvert le couvercle. La première chose que j'ai vue était une enveloppe, épaisse, de couleur crème, scellée à la cire. L'écriture de mon grand-père était tracée sur le devant, pour mon petit-fils, seulement quand le moment sera venu. Ma gorge s'est nouée. J'ai passé un doigt sur les lettres, mais je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. En dessous se trouvaient plusieurs reçus pliés. Je les ai ouverts un par un. C'étaient des reçus d'achat de lingots d'or datés du même jour que le retrait de 990 000 $. Mon estomac s'est noué. L'or n'était pas là. J'ai continué, sortant de plus petites boîtes. L'une d'elles était un boîtier familier en velours noir. Je l'ai reconnu instantanément. Les boutons de manchette en or de grand-père. Il les portait à chaque réunion de famille importante, des mariages aux funérailles. J'ai ouvert le boîtier et je me suis figé. Un seul bouton de manchette se trouvait à l'intérieur. Dans l'espace vide se trouvait un bout de papier froissé. Je l'ai déplié avec précaution. Un seul nom et une adresse étaient griffonnés à l'encre inégale. Un entrepôt de stockage hors de la ville dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai fixé un long moment, mon esprit déjà en mouvement. Si Lydia avait fait déplacer l'or là-bas, il pourrait encore être récupérable. Mais le fait qu'elle ait laissé une trace, cela ne ressemblait pas à son style. Evelyne s'est éclairci la gorge. Techniquement, sans le consentement du cotitulaire de la clé, vous ne devriez pas retirer des documents qui ne sont pas à vous. J'ai quand même glissé le bout de papier dans ma poche. Notez. Elle ne m'a pas arrêté, mais ses yeux se sont attardés comme si elle se demandait si elle devait en dire plus. J'ai fermé la boîte, je l'ai remise dans le mur et je l'ai suivie dehors. L'air frais du sous-sol a cédé la place au hall plus chaud, la lumière du soleil se déversant sur le sol en marbre. Dehors, j'ai pris une grande inspiration, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai commencé à me diriger vers ma voiture. C'est alors qu'il a vibré. Le message était court. Tu creuses trop profondément. Arrête maintenant ou il meurt. Je me suis arrêté net sur le trottoir, les mots nageant devant mes yeux. Il n'avait pas eu besoin de le nommer. Je savais exactement qui il était. Grand-père. Toujours allongé dans ce lit des soins intensifs. Le texto m'a figé au milieu de ma foulée, les mots s'estompant alors que ma prise se resserrait sur le téléphone. Je me suis réfugié sur le banc le plus proche sous l'auvent de l'hôpital, mon pouce appuyant déjà sur le bouton d'appel de la ligne principale des soins intensifs. Soins intensifs. C'est Marjorie qui parle. C'est à propos de mon grand-père. Chambre 412, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Est-ce qu'il va bien? Il y a eu une pause. Mon rythme cardiaque a rempli le silence. Il est toujours avec nous, a finalement dit Marjorie. Les signes vitaux se maintiennent, même si c'est encore critique. Vous pouvez lui rendre visite à la prochaine fenêtre à 4 heures. J'ai expiré lentement, ma prise se desserrant sur le téléphone. Merci, ai-je murmuré en raccrochant. Je suis resté assis là un long moment, la menace rejouant dans ma tête. J'aurais dû appeler la police. N'importe quelle personne saine d'esprit l'aurait fait. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas un étranger. C'était plus proche de chez moi.
Si je dévoilais mon jeu trop tôt, celui qui avait envoyé ce texto se cacherait encore plus profondément. J'avais besoin de preuves, pas seulement de soupçons. En fin de matinée, j'étais sur la route, suivant l'adresse effacée du bout de papier froissé. La ville a cédé la place à des broussailles, puis à une ville endormie avec plus de devantures de magasins barricadés couvertes. L'entrepôt de stockage se trouvait à l'extrémité, une étendue vieillissante d'unités en tôle ondulée, la moitié des portes cabossées et décolorées par le soleil. Une cloche au-dessus de la porte du bureau a tinté lorsque je suis entré. L'air sentait légèrement l'huile de moteur et le vieux papier. Derrière le comptoir était assis un homme d'une soixantaine d'années, les manches de sa chemise en flanelle retroussées jusqu'au coude, des lunettes de lecture pendant à un cordon. Son badge indiquait « Tom ». « Bonjour », dit-il, sans lever les yeux du grand livre. « Vous êtes ici pour payer ou pour vider ? » « Je suis ici pour accéder à une unité », ai-je dit en lui glissant l'adresse. Il y jeta un coup d'œil, puis me regarda, sceptique. Passant le locataire enregistré ou une ordonnance du tribunal. « Vous avez l'un ou l'autre ? » « Pas exactement. » J'ai fouillé dans mon sac et j'ai placé le seul bouton de manchette en or sur le comptoir. Il appartenait à la personne qui l'a loué. Son regard s'est fixé sur le bouton de manchette pendant un long moment. Il a tendu la main, l'a retournée dans sa paume. Je n'en ai pas vu un comme ça depuis. Eh bien, un certain temps. Vous êtes parent de Walter ? Mon grand-père, ai-je dit. Quelque chose dans ses épaules s'est détendu. Sans un autre mot, il a attrapé un trousseau de clés sous le comptoir et m'a fait signe de le suivre. L'unité était près du fond, la porte en métal grinçant en s'enroulant vers le haut. Un courant d'air vicié et de poussière m'a d'abord frappé. À l'intérieur, des rangées de coffres en bois étaient empilés comme un étrange trésor, chacun avec des étiquettes d'expédition de villes que je reconnaissais, et d'autres que je ne reconnaissais pas. Contre le mur du fond se trouvait une table branlante sur laquelle s'empilaient des registres. J'en ai ouvert un, parcourant des pages d'une écriture nette et penchée, des transactions acheminées par des sociétés aux noms inconnus, des montants qui m'ont tordu l'estomac. Puis ma main a effleuré le dessous de la table et s'est accrochée à quelque chose. Je me suis accroupi, forçant sur un panneau lâche jusqu'à ce qu'il se détache. À l'intérieur se trouvait une petite mallette noire. Je l'ai dézippée pour trouver une caméra vidéo, sa batterie morte depuis longtemps, et un paquet de cartes SD. Chacune était étiquetée avec une date. Une date m'a fait sursauter, le même jour que le retrait de 990 000 $. Je n'ai même pas attendu de quitter le parking. Assis dans mon camion avec l'ordinateur portable en équilibre sur la console, j'ai inséré la carte. L'enregistrement était granuleux, l'angle légèrement décalé, comme si la caméra avait été cachée. Lydia était assise à une table en face de notre père, son sourire large, un homme en costume sombre à leur côté. Ils échangeaient des papiers. Puis l'homme a poussé une lourde mallette sur la table. La voix de Lydia était assez claire pour piquer. Il ne le saura jamais avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai rejoué, la bile me montant à la gorge. Au deuxième passage, autre chose a attiré mon attention. Un badge accroché à la poche de l'homme en costume. J'ai zoomé, plissant les yeux. Ce n'était pas une carte d'identité d'entreprise. C'était un badge d'infirmière du même hôpital où mon grand-père était branché à des machines. Le badge de l'infirmière brûlait dans mon esprit comme une fusée de détresse que je ne pouvais ignorer. Au moment où le soleil a plongé sous l'horizon, j'étais de retour à l'hôpital, me déplaçant dans les couloirs avec cette acuité hyper consciente que l'on ressent quand on sait que le danger est proche mais qu'on ne peut pas encore le prouver. Les soins intensifs étaient plus calmes la nuit, le faible bourdonnement des machines se mêlant au bruit de pas étouffés sur le sol poli. J'ai pris une chaise juste à l'extérieur de la chambre de mon grand-père, faisant semblant de faire défiler mon téléphone pendant que mes yeux suivaient chaque personne qui entrait ou sortait. Un grand homme en blouse m'a jeté un coup d'œil et a rapidement détourné les yeux. Deux autres ont fait rouler du matériel. Chaque fois que la porte s'ouvrait, mes épaules se contractaient. Marjorie est passée pendant ses rondes, s'arrêtant pour vérifier son dossier avant de se pencher vers moi. « On dirait que vous comptez les cartes », dit-elle doucement, gardant un ton léger, mais ses yeux étaient curieux. J'ai hésité. J'ai des raisons de penser que quelqu'un lié à l'hôpital a été en contact avec ma famille d'une manière qu'il n'aurait pas dû. Ses sourcils se sont froncés, mais elle n'a pas insisté. C'est une grosse accusation, a-t-elle murmuré. Je ne suis pas prêt à le rendre public pour l'instant, ai-je dit.
Mais si vous remarquez quoi que ce soit ou quelqu'un de déplacé, j'apprécierais de le savoir. Marjorie a hoché la tête une fois. Je garderai l'œil ouvert. Elle m'a rapidement serré le bras avant de continuer son chemin. Je m'étais à peine réinstallé quand le bruit de talons a cliqueté dans le couloir. Lydia est apparue, un bouquet de lys dans les bras et ce sourire poli qu'elle portait comme une armure. Eh bien, dit-elle en entrant dans l'embrasure de la porte. Tu ne m'as pas dit que tu serais là ce soir. Je me suis levé, gardant mon ton neutre. Je ne pensais pas que tu avais besoin de le savoir. Mon regard s'est attardé sur les fleurs. Est-ce qu'elles viennent du même endroit où tu as stocké d'autres choses? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, le sourire vacillant une fraction de seconde avant qu'elles ne se reprennent. Je ne sais pas ce que tu insinues. Si, tu le sais, ai-je dit doucement. Et tu sais que je l'ai vu. Elle s'est approchée jusqu'à ce que son parfum devienne écœurant dans l'air vicié des soins intensifs. Tu ne peux pas le protéger pour toujours, a-t-elle murmuré, sa voix juste assez aiguë pour trancher le bourdonnement des machines. Puis elle s'est retournée et a posé les fleurs près du lit, me frôlant sans un autre regard. Ma mâchoire me faisait mal à force de retenir ce que je voulais dire. Au lieu de cela, j'ai traversé le couloir jusqu'à l'endroit où Marjorie mettait à jour un dossier. Connaissez-vous une infirmière? Grande, peut-être dans la quarantaine, cheveux noirs, travail de nuit? Elle a levé les yeux brusquement. Pourquoi? Je crois que je l'ai vue dans un endroit où il n'aurait pas dû être. Elle a hésité, regardant autour d'elle avant de se pencher plus près. Si c'est à qui je pense, il est de garde de nuit. Type silencieux, reste dans son coin. Vous pourriez vérifier les registres de stationnement du personnel. La sécurité garde des traces de qui entre et sort. Il était un peu plus de 11 heures quand je suis sorti des soins intensifs et que je me suis dirigé vers le parking éloigné où le personnel de l'hôpital se garait. J'ai trouvé un coin ombragé près de la clôture et j'ai attendu, l'application de l'appareil photo prête sur mon téléphone. Les minutes s'étiraient. À 23h45, un mouvement a attiré mon attention. Un homme sortant de l'entrée latérale, le même profil que sur la vidéo, portant une glacière médicale dans une main. Il n'a pas regardé autour de lui, il a simplement marché droit vers une camionnette blanche banale sans aucune inscription. J'ai pris 3 photos rapides, en zoomant sur son visage, la glacière et les plaques. Il s'est glissé dans le siège du conducteur et a démarré le moteur. J'ai mis la main sur mon contact, prêt à le suivre. Mais avant que je puisse passer la vitesse, une ombre s'est profilée devant mon capot. Un homme large dans une veste sombre se tenait là, un badge à la ceinture, captant la lueur de l'unique lampadaire du parking. Son badge indiquait « RID ». Il n'a pas bougé. Il a simplement posé une main sur sa ceinture, ses yeux fixés sur les miens, froids et impénétrables. « Nous devons parler, dit-il, la voix basse. » La main de Reed est restée sur sa ceinture, le poids de son regard plus pressant que les mots qu'il venait de prononcer. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai resserré mes doigts autour de mon appareil photo, les bords lisses réchauffés par ma paume. À ce moment-là, c'était comme la seule chose qui se dressait entre moi et le jeu auquel il jouait. Vous êtes sur une propriété privée dans une zone restreinte, dit-il, d'un ton plat, comme s'il récitait une politique qu'il avait utilisée 100 fois. Je me suis penché en arrière sur mon siège mais je n'ai pas démarré le moteur. C'est drôle, je pensais que les parkings étaient un accès public après les heures de visite. À moins que vous ne vouliez dire restreint, comme dans vous ne voulez pas que je voie ce qui vient de partir d'ici dans cette camionnette blanche. Quelque chose a vacillé dans son expression, aussi vite qu'un clin d'œil. Fais attention à toi, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu un peu de sa certitude. J'ai laissé le coin de ma bouche se soulever. Bien sûr. Sache juste que la mémoire de mon appareil photo est plus claire que la mienne, et il pourrait se souvenir de quelque chose que la police trouverait intéressante. C'était la première fissure. Il a expiré lentement, balayant le parking vide, puis a fait un signe de tête vers l'autre côté, loin des caméras de sécurité montées sur le mur de l'hôpital. Sors de la voiture. Marche avec moi. J'ai hésité, pesant le risque, puis je suis sorti, mes baskets crissant sur le gravier. Nous nous sommes dirigés vers l'ombre d'un cabanon de service, l'air nocturne lourd d'échappement et d'asphalte humide. Je ne suis pas ton ennemi, dit-il à voix basse, presque comme s'il se convainquait lui-même. Mais il y a des choses aux soins intensifs dont tu ne veux pas t'approcher. J'en ai assez vu pour savoir que c'est mauvais pour tout le monde.
Tu devrais t'en aller maintenant. J'ai croisé les bras. Tu me dis de reculer tout en admettant que tu sais que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas comme ça qu'on se fait écouter. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais le balayage des phares sur le parking nous a fait tous les deux tourner. Une berline banalisée a roulé lentement, les pneus sifflant sur le trottoir mouillé. La porte du conducteur s'est ouverte et un grand homme en est sorti, la veste de costume ouverte, le badge accroché à sa ceinture. Reed ? Appela-t-il, sa voix portant juste assez d'autorité pour me faire me redresser. Harper, marmonna Reed entre ses dents comme si le nom expliquait tout. Les yeux du détective se sont posés sur moi. Vous devez être celui qui fouine. Il n'a pas demandé, c'était une déclaration. Ça dépend de qui demande, ai-je dit, en gardant un ton égal. Je suis le type qui poursuit une piste de déclin de patients inexpliquée depuis 6 mois, a déclaré Harper. Et je pense que votre ami avec la glacière dans cette camionnette est lié à un réseau de trafic d'organes. Ma poitrine s'est serrée. Donc, je ne suis pas le seul à voir des fantômes aux soins intensifs. Non, a dit Harper. Mais je ne peux pas bouger sans preuve. Et d'après la façon dont Reed vous regarde, je suppose que vous avez quelque chose qui pourrait nous aider tous les deux. J'ai sorti l'appareil photo de mon sac et je l'ai allumé, les images de tout à l'heure vivent dans mon esprit. Si je vous donne les photos, vous me dites tout ce qui pourrait aider à garder mon grand-père en vie. Il a hoché la tête une fois. Marché conclu. Je le lui ai tendu. Harper a fait défiler, le pouce stable sur le bouton. Puis il s'est arrêté, en fronçant les sourcils. Où sont-elles ? Elles y sont, ai-je dit rapidement. 3 clichés, visage, glacière, plaque d'immatriculation. Je les ai pris il y a moins de 15 minutes. Harper a tourné l'appareil photo pour que je puisse voir la galerie vide. Pas de photos, même pas les plus anciennes. Mon estomac s'est noué. Je jure, ai-je commencé, mais je me suis arrêté quand j'ai vu Reed me regarder, son expression impénétrable. Je suppose que nous devrons l'attraper à nouveau, a dit Harper calmement, en me remettant l'appareil photo dans la main. Sur le fait. Son ton n'était pas impatient. Il était mesuré, comme s'il était déjà en train d'élaborer le prochain mouvement dans sa tête. Une sirène lointaine a retenti dans les rues de la ville, s'estompant en s'éloignant. Harper s'est approché, baissant la voix jusqu'à ce que je sois le seul à l'entendre. Demain soir, j'aurai besoin de vous aux soins intensifs à exactement 2h17 du matin. Je n'ai pas demandé à Harper pourquoi cette heure exacte. Tout ce que je savais, c'est que j'avais 24 heures pour me remettre les idées en place et être prêt. La nuit suivante, l'hôpital était une créature différente, calme, dépouillée de son chaos diurne, éclairée de cette lueur pâle et artificielle qui fait que chaque ombre semble plus longue qu'elle ne l'est. Je suis arrivé tôt, me donnant le temps de parcourir les couloirs, d'apprendre quelles portes se fermaient d'elles-mêmes et lesquelles restaient entr'ouvertes si on les poussait correctement. L'étage des soins intensifs donnait l'impression que l'air avait été retenu trop longtemps immobile, vicié et à l'écoute. Harper était déjà dans une salle d'observation inutilisée, nichée derrière une série de portes doubles. Une seule lampe de bureau éclairait l'espace, projetant son visage à moitié dans l'ombre. « Ferme-la » murmura-t-il en faisant un signe de tête vers la porte derrière moi. Lorsqu'elle s'est verrouillée, il a fait glisser un stylo sur la table. « Il a l'air ordinaire » a-t-il dit, mais il enregistre l'audio et la vidéo. Garde-le attaché là où il peut voir droit devant. Ne joue pas avec. Ne le tapote pas. Laisse-le simplement tourner. Je l'ai attaché à la poche de ma veste, en m'assurant que l'objectif dépassait juste assez. Mon rythme cardiaque semblait plus fort que le bourdonnement des lumières de l'hôpital. Nous sommes restés assis dans cette pièce pendant 15 minutes, sans dire grand-chose. Chaque craquement dans le couloir me faisait penser que quelqu'un nous avait déjà trouvés. Harper n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à sa montre, non pas avec impatience, mais en comptant les minutes. À 2h16, il a fait un petit signe de tête vers la porte. C'est l'heure. Nous nous sommes glissés dans le couloir juste au moment où un brancard est apparu, ses roues chuchotant contre le carrelage. L'infirmière Dana le poussait fermement, son visage calme d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Le patient dessus n'était pas mon grand-père trop jeune, trop immobile. Mais la poche de perfusion se balançait à chaque poussée, un liquide clair scintillant sous les lumières. À côté d'elle marchait l'homme de la camionnette, la même démarche facile, la même prise trop désinvolte sur une glacière dans sa main gauche. Sa blouse semblait fraîche,
mais il n'y avait rien de propre dans la façon dont ses yeux ne cessaient de se diriger vers chaque coin. Je suis resté à une distance de sécurité, laissant la caméra du stylo absorber la scène. Ils ont atteint une porte latérale marquée « Personnel autorisé uniquement ». L'homme a passé une carte clé, et la serrure a fait un doux déclic. Il a d'abord poussé la glacière à l'intérieur, puis a guidé le brancard après lui. De mon angle, j'ai aperçu des comptoirs en acier inoxydable, des rangées de plateaux étiquetés et une unité de réfrigération qui bourdonnait à l'arrière. Mon estomac s'est retourné. Harper a commencé à avancer, mais un bip électronique aigu l'a figé. Les lumières du plafond dans le couloir se sont atténuées, remplacées par une lueur rouge lente et pulsée. Neutralisation de la sécurité, a-t-il marmonné en sortant son badge de sa ceinture. Ils viennent de verrouiller cette section. Je me suis rapproché de l'embrasure de la porte, la caméra toujours pointée. C'est alors que la tête de Dana s'est tournée, ses yeux se sont fixés sur les miens, et pendant une seconde, il n'y a eu aucune confusion. Elle savait exactement ce que je faisais. Et a-t-elle crié, sa voix ricochant dans le couloir. La tête du suspect s'est brusquement tournée vers moi, puis vers Harper, et sans hésitation, il a abandonné la glacière. Les alarmes ont retenti, assez fort pour faire trembler la vitre de la porte. Mais au lieu de se diriger vers la sortie la plus proche, il s'est élancé dans la direction opposée, droit vers les salles principales des soins intensifs, vers mon grand-père. Il m'a fallu un instant pour enregistrer le changement de direction. Puis j'étais en mouvement, mes chaussures martelant le carrelage, la caméra du stylo rebondissant contre ma poitrine. Harper a crié quelque chose derrière moi, mais tout ce que j'entendais, c'étaient les battements dans mes oreilles. J'ai tourné au coin juste à temps pour voir l'ombre de l'homme s'étirer sur la porte de mon grand-père. Ma poitrine brûlait, mon souffle sortant en courte rafale. J'ai sprinté après lui, la poitrine en feu, parce que s'il atteignait mon grand-père le premier, tout était fini. La porte des soins intensifs s'est ouverte en grand, les charnières émettant un gémissement métallique qui semblait bien trop fort dans le silence. Je suis entré de force, le cœur battant, et il était là, penché sur le lit de mon grand-père, une seringue à la main. Ses mouvements étaient rapides, mais ses yeux étaient froids, fixés sur le port de la perfusion comme si c'était une cible. Avant que je puisse crier, Harper était déjà sur lui. Le bruit des corps heurtant le carrelage était sec, suivi par la seringue qui claquait sur le sol et tournait jusqu'à ce qu'elle s'arrête près de mes chaussures. Le poids de Harper le clouait au sol, sa voix un grognement contrôlé alors qu'il appelait la sécurité. 2 gardes se sont précipités, et dans le même souffle, un autre couple est entré par la porte opposée avec l'infirmière Dana dans leurs bras. Elle n'a pas lutté, n'a pas parlé, a simplement gardé les yeux bas comme si elle avait déjà décidé qu'il n'y avait pas d'issue. Je me suis retourné vers mon grand-père. Ses paupières ont tremblé, et pendant un instant fugace, sa main a trouvé la mienne. C'était faible, à peine une pression, mais c'était suffisant pour que ma gorge se serre. « Tu es en sécurité ?» ai-je murmuré, sans savoir s'il pouvait m'entendre. Le reste de la nuit s'est estompé dans un tourbillon de badges clignotants, de radios assourdis et de bruits de chaussures sur des sols stériles. À l'aube, je me suis retrouvé dans la salle de conférence de l'hôpital, assis à une longue table avec Harper à mes côtés. En face de nous se trouvait l'administrateur de l'hôpital, quelques détectives, mes parents et ma sœur. Dana et l'homme étaient quelque part dans le couloir en garde à vue. Harper a posé mon stylo sur la table, a appuyé sur un bouton et a laissé la vidéo jouer. La vidéo montrait tout, les mains stables de Dana poussant le brancard, l'homme avec la glacière, le passage de la carte clé et l'aperçu à l'intérieur de cette pièce froide en acier inoxydable. Chaque son, chaque regard était là. Personne n'a parlé. Les visages de mes parents étaient d'abord indéchiffrables, mais lorsqu'Harper est passé au deuxième clip, celui qui liait le retrait financier aux comptes offshore de l'homme, les yeux de ma mère se sont tournés vers mon père, et la mâchoire de ma sœur s'est crispée. L'administrateur s'est éclairci la gorge, rompant le silence. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », a-t-il dit en me regardant. Avant de tomber malade, votre grand-père a transféré 990 000 $ dans une fiducie sécurisée à votre nom. Ces instructions étaient explicites, l'utiliser pour ses soins, et personne d'autre ne doit y avoir accès. C'était presque comique la façon dont la tête de ma sœur s'est tournée brusquement vers moi, sa bouche s'ouvrant, mais aucun mot ne sortant. Les mains de mon père se sont crispées sur la table, et ma mère a regardé droit devant elle comme si peut-être, si elle ne clignait pas des yeux, ce ne serait pas réel. L'administrateur m'a fait glisser une série de documents.
Leur accès à tous les actifs familiaux a été révoqué, avec effet immédiat. J'ai signé les autorisations de traitement d'une main ferme, m'assurant que mon grand-père recevrait les soins dont il avait besoin sans délai. Quand j'ai rendu les papiers, je n'ai pas pris la peine de regarder mes parents. Ils étaient déjà sur pied, partant sans un mot. Ma sœur les a suivis, le visage pâle et tendu. Harper est resté. Vous avez fait plus que le sauver, a-t-il dit tranquillement. Cela va faire tomber plus de gens que vous ne le pensez. La pièce s'est vidée lentement, le chaos de la nuit s'installant dans une sorte de calme qui semblait étrange après tant de bruit. J'ai rassemblé mes affaires, le poids du stylo plus léger maintenant que son travail était terminé. En retournant dans la chambre de mon grand-père, j'ai senti la première vraie respiration que j'avais prise depuis des jours. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les stores, peignant de douces lignes sur sa couverture. J'ai tiré une chaise, je me suis assis à côté de lui et j'ai laissé mes épaules enfin se détendre. Pour la première fois depuis des semaines, je ne pensais pas à ce qu'il m'avait pris, mais seulement à ce pourquoi je m'étais battu pour le garder.